Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme l'a déjà signalé tout à l'heure Jean-Philippe, le lien entre l'architecture vue en coupe et la revue Profil est immédiat. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous dire combien je regrette que Nathalie Simoneau ne soit pas avec nous ce matin. Elle m'a prié de l'excuser, puisqu'elle est retenue chez elle à cause d'un vilain virus qui l'empêche de venir. Donc, voilà. Alors, pour commencer, des remerciements, évidemment, pour ce premier numéro, cette première livraison. Nous tenons à remercier, bien sûr, l'association, son bureau, puisque c'est un projet qui a commencé maintenant il y a un peu plus de 3 ans, lorsque l'association avait fait un appel à ID, un ancien appel à ID, pour avoir un certain nombre de propositions. Il y a 2 ans, on a lancé l'appel à contribution. Et ensuite, donc, une trentaine de réponses avaient été apportées. 12 articles ont été retenus. J'en profite donc pour remercier aussi les 13 auteurs qui ont contribué à ces 12 articles. Évidemment, Nathalie et moi, nous tenons aussi à remercier ceux qui ont joué un rôle indispensable lors de la mise en œuvre de ce projet, surtout à la fin, en particulier le président de l'association, Guy Lambert, Jean-Philippe, qui a réalisé la maquette, et Catherine Blin, également ma collègue lilloise, qui elle aussi a suivi de très près la production de ce premier numéro. Nous tenons également à remercier tous les acteurs, tous les collègues qui ont bien voulu évaluer ces différentes contributions. Alors, aux origines du projet, nous l'expliquons dans notre introduction avec Nathalie. Je pourrais évoquer 2 expositions et leur catalogue qui nous ont marqués. Premièrement, l'exposition Archéopub, qui avait été organisée au musée d'archéologie de la ville de Strasbourg en 2006 et réalisée par Bernadette et Françoise Schnitzler. Deuxièmement, un très beau projet aussi d'exposition organisé en 2007 à Chambord, l'exposition Made in Chambord, dont la commissaire était Valérie Perlès. Alors, certains d'entre vous connaissent mon penchant personnel pour la sacuplasticophilie. Certains d'entre vous ont bien voulu participer à l'ouvrage qui sera publié sur le sujet en septembre prochain. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de collections de sacs plastiques publicitaires avec de l'architecture dessus, puisque finalement cette question de l'architecture qui figure sur tout un tas d'objets, c'est celle qui nous a suivis, qui a conditionné finalement cet appel à proposition et qui s'illustre dans ce premier numéro. Un premier numéro qui est sous le signe de la diversité. Diversité des aires géographiques qui sont évoquées. Ce numéro nous permet de voyager en Iran, en Algérie, en Europe. Diversité des périodes historiques convoquées, puisque nous nous intéressons aussi bien à des phénomènes liés à l'archéologie, à l'Antiquité, que des phénomènes extrêmement récents, concernant par exemple des stratégies de communication mises en place par des grandes entreprises de design, et aussi la diversité des disciplines convoquées, puisque comme je viens de le mentionner, on s'intéresse aussi bien à l'archéologie qu'à l'architecture qu'au design. Je voudrais tout de même signaler, avant d'évoquer les 4 parties donc, de ce premier numéro, je voudrais évoquer donc, la frilosité des historiens de l'architecture qui, finalement, globalement, parmi toutes les contributions qu'on a, on parle beaucoup de monuments, d'architecture remarquable, en s'intéressant surtout à des phénomènes en 2 dimensions, une iconographie en 2D, rarement des objets en 3 dimensions. Finalement, ça montre peut-être la difficulté des historiens à investir des objets de pacotille comme ceux qui nous intéressent tant, Nathalie et moi-même. Le lien avec la coupe, qu'on a évoqué tout à l'heure, quand on parle de coupe, moi je pense forcément à Claude Perrault et à sa traduction du Vitruve et à sa sciographie. La sciographie, finalement, c'est l'art de montrer les parties ombreuses, ombrées dans un édifice, les parties cachées. Ce numéro de profil, ce premier numéro qui s'intitule « L'architecture au quotidien, regard sur des représentations ordinaires », finalement nous montre des choses évidentes qui ne sont pas cachées. Mais elles sont tellement évidentes finalement qu'on ne les voit plus. Elles se cachent d'elles-mêmes dans une espèce d'endotique, pour reprendre l'expression de Georges Perec dans son infraordinaire.
Les 4 parties, donc brièvement, qui composent ce numéro. Premièrement, une partie que nous avons intitulée « Un vecteur d'identité nationale et politique », où il s'agit donc de s'intéresser au message politique des images architecturales qui peuvent investir des billets de banque, par exemple. C'est l'article de Shahram Abadi qui ouvre ce numéro. Des timbres de poste, l'article soumis par Sami Boufassa, qui s'intéresse donc à la philatélie en Algérie et surtout après la période coloniale, ou bien encore la contribution d'Aziza Grill-Mariotte, qui donc s'intéresse à des mises en récit de l'architecture, des mises en récit illustrées de l'histoire, sur des toiles de Jouy, j'ai oublié de préciser. Deuxième partie, des sources pour l'histoire, des images pour l'action, qui révèlent peut-être une approche plus scientifique de ces représentations, qui peuvent servir soit à reconstituer des édifices, soit à repenser leur élévation, comme le montre Franca Malservisi dans cette première contribution sur les cartes postales témoins et vecteurs de l'excroissance des monuments. La seconde contribution de cette partie est signée de Maria Rosaria Vital, qui s'intéresse, elle, à la métrophotographie, comment là encore la carte postale peut servir avec ce procédé-là à reconstruire, à restaurer des édifices, à reconstituer des monuments après la Grande Guerre. Et enfin, Fabricia Fauquet, qui insiste, elle, sur l'architecture du cirque romain et ses images. La troisième partie est davantage, un appel au voyage, on pourra dire ça, oui, avec des images qui stimulent l'imagination. La première contribution de Suzanne Stacher, est un appel au voyage et au dépaysement dans les paysages alpins et dans l'imaginaire alpin. La seconde contribution prolonge ce premier texte, réalisé par Charline Sowa et Claire Rosset, qui s'intéresse aux étiquettes de bouteilles de bière produites, brassées dans les Alpes. Et la troisième contribution de Véronique de Brugnac de La Hougue nous entraîne dans des paysages intérieurs remodelés par l'architecture sur les papiers peints. Enfin, la dernière partie traite des productions au service d'une économie culturelle, qu'il s'agisse d'étudier les blasons, les logos, les flammes postales utilisées par les offices de tourisme au XXe siècle, en particulier dans le sud de la France. C'est la première contribution de Julie Manfredini. Une deuxième contribution d'Aurore Kenyet qui nous entraîne en Grande-Bretagne. Elle montre comment l'image de l'architecture accompagne différentes stratégies de transformation d'un patrimoine industriel. Et enfin, la dernière contribution de Claire Azéma nous transporte dans le monde du design en s'intéressant à une opération de communication et de marketing qui était orchestrée dans les années 70-80 par la société Alessi. Alors, pour conclure, j'espère que vous trouverez dans la lecture de cet ouvrage autant de plaisir qu'on a pu en avoir à le faire, à le diriger. Et puis, je reprendrai l'expression, finalement, où je convoquerai l'image de l'Oulipo, cet ouvrage de littérature potentielle, pour dire, finalement, que pour nous, cette approche constitue un ouvroir d'histoire d'architecture potentielle. Et j'espère que cet ouvrage donnera place à quantité d'autres explorations à venir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être dire 2 mots de la revue dans la manière dont elle est conçue. Et puis ensuite, on invitera les porteurs de 2 projets de revue à venir, pour lesquels un appel à article a été diffusé, à venir le présenter. Et éventuellement, donc, on pourra, tout le monde restera là pour répondre aux questions. Je voulais dire qu'au moment de créer cette revue, on a
On a fait ça d'une manière d'abord tout à fait collaborative, c'est-à-dire qu'au sein de l'association, on a demandé qui voulait participer à un groupe revue, et à partir de là, on a eu des discussions assez ouvertes pour essayer de caler un projet qui corresponde véritablement à une association comme celle-ci. Et donc, on est arrivé à ce choix. Alors, premièrement, de produire une revue qui, pour l'instant, est publiée sous forme papier. Et ça, on verra à l'avenir. Il est certain qu'on la publiera en ligne au bout d'un certain temps. Donc, probablement qu'au bout d'un an, ce numéro sera disponible en ligne. Mais on verra si on continue à produire en parallèle des exemplaires papier ou pas. Ça, c'est une question qui reste en suspens. On a choisi de le faire pour les premiers numéros pour plus de visibilité, pour permettre d'installer cette revue dans le panorama général. Et puis, on a retenu donc l'idée de confier la rédaction en chef des numéros à des rédacteurs à chaque fois différents en fonction des projets proposés. Donc, il y a une forme de dialectique qui s'installe entre les propositions qu'on reçoit et puis donc l'équipe qui s'occupe de la revue. Et une fois que les propositions sont choisies, à ce moment-là, on a des rédacteurs en chef invités qui s'occupent de gérer à la fois tout l'aspect de sélection, etc., mais en s'appuyant aussi sur une lecture. Donc il y a une double lecture à l'aveugle qui a été faite des textes par des relecteurs qu'il faut remercier. Donc le comité scientifique de la revue est en cours de constitution, mais on a déjà procédé donc à ce travail scientifique de préparation des textes. Je voulais dire que ce premier numéro de la revue, bon, c'est inutile de faire croire que tout a été calculé et tout a été maîtrisé depuis le début, mais a posteriori, je suis très content que le choix se soit porté, et si c'est porté sur ce thème, c'est aussi parce qu'il est le premier à s'être présenté avec autant de dynamique. Il n'est pas le premier à s'être présenté, mais il s'est présenté avec beaucoup de dynamique et beaucoup probablement de préparation. Mais ce qui me semble très bien, et en tout cas, je ne sais pas si ça constitue un modèle, mais en tout cas, ça nous aide à concevoir la suite, c'est que, bon, en l'occurrence, pour un premier numéro, le fait de disposer d'un thème qui, au fond, est aussi un méta-thème, une réflexion qui ne porte pas sur les objets architecturaux, ni non plus sur les représentations qui sont directement liées à la production du projet, mais qui portent sur des représentations de représentations, qui portent sur un regard plus distancié, était une façon, d'une certaine manière, de généraliser notre objet, plutôt que de choisir une thématique bien particulière. Et je pense que de ce point de vue, pour un premier numéro, c'était très opportun, mais surtout, ça a permis d'être extrêmement couvrant en termes chronologiques et thématiques. Et donc, ça, c'était vraiment une grande satisfaction de voir que le numéro a pu associer des personnes qui travaillent sur des questions très contemporaines liées au tourisme, à l'image de marque, ou bien sur des questions beaucoup plus traditionnelles, par exemple sur l'histoire du papier peint. Et donc, on a là des thèmes qui vont de l'Antiquité à nos jours, qui concernent l'Europe, mais aussi des pays extra-européens ou des situations post-coloniales. Et par conséquent, disons, cette capacité d'un thème qui en est vraiment un, qui ne se disperse pas non plus au niveau intellectuel, qui est vraiment rassemblé, mais en même temps à associer une part de la communauté qui n'est pas simplement les spécialistes de l'après-Deuxième Guerre mondiale ou bien de tel ou tel thème bien spécifique. Disons en tout cas, ça nous semble être une bonne indication pour poursuivre le projet. Alors, pour les étapes successives, on a déjà quelques propositions sur la table et 2 ont été formulées vraiment de manière à maintenant demander des propositions d'articles. On a décidé de continuer à fonctionner avec donc des rédacteurs ou des rédactrices en chef invités pour les numéros et de faire avancer les numéros, je dirais, dans l'ordre où leur vitesse de développement va les porter, c'est-à-dire de mettre plusieurs fers au feu en parallèle et de faire paraître les numéros à mesure qu'ils arrivent à maturité. Si je dis ça maintenant, c'est parce que si 2 appels ont été
ont été publiés, et on va en parler maintenant, eh bien, il vous appartient, à vous qui êtes ici dans la salle, mais évidemment à l'ensemble de la communauté des historiens de l'architecture, de proposer des numéros qui sont, vous l'avez compris, qui ne sont pas des journées d'études ou des colloques transformés en numéros de revue, mais qui sont conçus de façon à pouvoir interroger de manière plus transversale des thématiques qui, si possible, concernent assez largement les différentes périodes et puis éventuellement les différents champs également géographiques dans une perspective soit de global history, soit d'études des transferts ou des circulations artistiques ou culturelles.